Les loups-garous ne répondent qu'aux hurlements de leur propre espèce. Le père de Harry Potter était aussi attrapeur. Ron a hérité de son uniforme de sa grande-tante Tessie. Hermione a effacé la mémoire de ses parents. Aujourd'hui, nous allons voir comment les films de Harry Potter vous ont fait mal comprendre beaucoup de choses dans l'histoire. Salut les sorciers, ça va? On sait que les adaptations font certains changements, n'est-ce pas? Certaines choses doivent fonctionner à l'écran et tout simplement, comme dans le livre, ce n'est pas possible. Mais cela ne veut pas dire que certains de ces choix n'interfèrent pas directement dans l'histoire et ne fassent pas le public mal comprendre certaines choses. Mais ce n'est pas grave, détendez-vous, parce qu'aujourd'hui je vais vraiment vous faire comprendre tout ce que les films vous ont fait mal comprendre. Non, l'affirmation selon laquelle un loup-garou ne répond qu'au hurlement de sa propre espèce, c'est une invention du film. Dans le livre, cela n'existe pas. Et c'est seulement ajouté pour que Hermione imite un hurlement de loup-garou. Et Lupin la suit à ce moment-là, ce qui montre qu'elle était déjà revenue dans le temps, et c'est pour cela que Lupin, sous sa forme lupine, est simplement parti en entendant le hurlement de quelqu'un. Et comme Lupin est un loup-garou, c'est-à-dire un homme qui se transforme en loup, il appartient à l'espèce humaine. D'accord, c'est un Homo sapiens. Donc ils ont mis ça dans le film juste pour que ce mécanisme fonctionne, mais ce n'est pas un fait. Les larmes de phénix peuvent guérir n'importe quoi. Écoute, dans l'histoire de cette chaîne, moi j'ai déjà reçu d'innombrables fois la question pourquoi. Pourquoi Dumbledore n'a-t-il pas utilisé les larmes de Fawkes pour soigner sa main quand il a mis la bague? Ou pourquoi n'ont-ils pas utilisé Fawkes pour guérir n'importe quoi, pour soigner toutes les maladies du monde? Les larmes de phénix ont effectivement un pouvoir de guérison, mais pas pour tout. Ce n'est pas un remède universel qui va tout soigner. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être guéries. Dumbledore ne pouvait pas utiliser le phénix pour guérir la malédiction sur sa main, car il n'existait aucune solution. Bien que la larme de phénix ait un pouvoir très grand, très fort. Après tout, le venin de basilic est quelque chose d'extrêmement puissant. Et la larme de phénix arrive à guérir ça. Elle arrive à briser cet effet, mais ce n'est pas tout ce qu'elle peut faire, elle y arrive. Il est possible d'apprendre la fourche-langue, parce que si Ron a entendu Harry parler en dormant et a réussi à ouvrir la chambre des secrets, alors on peut l'apprendre facilement, non? On ne peut pas l'apprendre. La fourche-langue est une condition héréditaire. Harry est le seul à avoir la fourche-langue sans l'avoir hérité de ses ancêtres. Parce qu'il avait une partie de l'âme de Voldemort qui vivait en lui. Donc, cela faisait de lui un fourche-langue. Ce n'était pas vraiment lui qui était fourche-langue. Quand la partie de l'âme de Voldemort a été détruite, il a perdu ce don. Alors, comment Ron utilise-t-il la fourche-langue pour ouvrir la chambre des secrets? Il n'écoute pas Harry dormir et n'apprend pas à parler. Il n'est pas devenu un fourche-langue. S'il utilisait ce qu'il a dit pour essayer de parler à un serpent, il n'y arriverait pas. Il ne pourrait pas entendre un serpent lui parler. Ce qu'il a fait, c'est répéter un mot, et ce n'est même pas parce qu'il a entendu Harry dormir. Il répète le mot que Harry utilise pour ouvrir le médaillon, et il essaie de nombreuses fois de le répéter exactement comme il le dit. Après plusieurs tentatives, il ouvre enfin la chambre des secrets pour récupérer le venin et le croc du basilic, puis détruire l'Horcrux. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est fourche-langue, car c'est impossible à apprendre. Une personne peut apprendre à comprendre le fourche-langue, elle peut apprendre à dire quelques mots, mais elle ne sera pas fourche-langue parce que fourche-langue, c'est celui qui parle avec les serpents. Et cela ne se transmet que de père en fils. Il est possible de transplaner à Poudlard. Ah, Dumbledore, étant qui je suis, j'ai mes privilèges. Non, non, il n'est pas possible de transplaner à Poudlard, sauf si les protections pour cela sont levées. Être directeur n'accorde pas de privilèges à Dumbledore. D'ailleurs, pour revenir au château après la grotte, dans le livre, quand ils reviennent emballés. Dumbledore et Harry, et Dumbledore annule les sortilèges pour qu'ils puissent entrer à Poudlard. Donc être directeur ne lui donnait pas le droit de transplaner, non? Et surtout, Drago le montre en train de transplaner, n'est-ce pas? Aussi là, pendant la bataille de Poudlard, dans les cachots, en transplanant avec Blaise et Goyle. Pour aller jusqu'à la salle, il faut suivre Harry, on ne peut pas transplaner, non. Quirrell était possédé par Voldemort depuis le tout premier moment où Harry l'a rencontré. Sur le chemin de traverse, où Quirrell évite de lui serrer la main, non? Ça aussi, c'est faux. D'ailleurs, dans le livre, Harry serre la main de Quirrell sur le chemin de traverse. Voldemort ne commence à parasiter le corps de Quirrell qu'après qu'il ait essayé de voler la pierre philosophale à Gringotts, mais qu'il échoue. Alors il finit par parasiter son corps à ce moment-là pour rester plus proche de Quirrell et aussi pour le punir d'une certaine manière. De plus, il utilise aussi le corps de Quirrell comme hôte, une Horcrux temporaire,
afin de boire du sang de licorne et de se renforcer. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore dans son propre corps. Celle-ci est déjà classique, déjà vue, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici sur la chaîne. Est-il possible de se défendre contre le sortilège Avada Kedavra? Les films montrent souvent des gens se défendant de l'Avada Kedavra avec de la magie, mais c'est impossible. Dans les livres, il est clair qu'on ne peut pas se protéger contre l'Avada Kedavra. La seule exception est Harry. Sa baguette liée à celle de Voldemort dans la coupe de feu, car elles sont jumelles. Lors de la bataille finale, la baguette de Suro refuse d'attaquer son maître, Harry. Ce sont deux cas très atypiques, mais dans le film, tout le monde fait piou 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 pour se défendre contre l'Avada Kedavra, ce qui est impossible. Le père de Harry était attrapeur, donc pour cette raison, il allait très bien s'en sortir, puisque le talent d'attrapeur était dans son sang. Faux. Le père de Harry était poursuiveur. Thiago Potter jouait comme poursuiveur, il ne jouait pas comme attrapeur. Il se promenait partout avec un vif d'or pour se vanter, mais il a volé ce vif d'or. Quand il était à l'école, il l'a volé dans le matériel sportif de l'école. Ce n'était pas un vif qu'il avait attrapé pendant un match, non, parce qu'il jouait comme poursuiveur. Neville Londubat avait un béguin, il était amoureux de Luna Lovegood. Oui, tout le monde pense que c'est vrai parce qu'il le dit, n'est-ce pas? Vous avez vu Luna, je suis fou d'elle. Mais mec, ça, c'est une invention totale des films. Neville n'a jamais eu de béguin pour Luna, il n'a jamais rien eu, aucun indice, rien. C'est seulement une invention du film. Alors, les gens sont surpris d'apprendre que Neville, quand il a quitté Poudlard, s'est marié avec Anna Abbott, qui était une élève de Poufsouffle. Elle, qui était de la même année qu'eux, il s'est marié avec elle. Et là, tout le monde demande, et Luna? Eh bien, ça n'a jamais existé. Les parents de Neville sont morts pendant la première guerre des sorciers. Beaucoup de gens croient à cela, vraiment beaucoup, parce que les films laissent complètement ouvert ce qui est arrivé aux parents de Neville. Il y a un moment où Sirius dit qu'ils ont eu un destin pire que la mort, si tu veux savoir. Mais il n'en dit pas plus, alors la plupart des gens comprennent qu'ils sont morts. Vraiment, beaucoup ignorant cette réplique et croient à tort que les parents de Neville sont morts. Torturés, ils souffrent de séquelles irréversibles et vivent toujours dans l'aile psychiatrique de l'hôpital. Pour ceux qui ont subi des dommages permanents à la mémoire, les sorts restent liés pendant les duels. Ah, ça c'est un truc qui, franchement, n'arrive pas. La Dumbledore et Voldemort au ministère. Franchement, sortilège interconnecté, ça n'a rien à voir. C'est une particularité du phénomène appelé priori incantatem, qui survient quand deux baguettes jumelles s'affrontent. Elles restent alors liées, comme avec Harry et Voldemort. Les sorts ne restent pas liés, non pas en s'entrechoquant ainsi lors de duels ordinaires. Barto Crouch Jr. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est retourné à Azkaban, n'est-ce pas? Barto Crouch Jr. est-il retourné à Azkaban? Eh bien, c'est du moins ce que pensent ceux qui n'ont vu que les films et ne se sont pas plongés dans l'histoire, qui n'ont pas lu les livres, qui n'ont pas cherché à connaître les vrais détails de ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que c'est ce que le film laisse entendre, envoyer une chouette à Azkaban. Ils vont remarquer qu'il manque un prisonnier, alors la plupart des gens comprennent, genre « Ah, il est retourné à Azkaban ». Il est là, il a été emprisonné de nouveau, mais non, il n'y est pas retourné, il a simplement été attaqué par des détraqueurs et a subi le baiser du détraqueur, devenant une coquille vide, sans rien, sans âme. Chuchon est une balance et a dénoncé l'armée de Dumbledore à Ombrage parce qu'elle avait peur que sa mère perde son emploi. C'est complètement faux, ce n'est pas juste un peu faux, c'est très faux, parce que dans le film, ils ont fait passer Xiu Cheng pour une balance. Là-bas, parce qu'elle a pris le sérum de vérité et a tout avoué, mais celle qui a vraiment dénoncé l'armée de Dumbledore, c'est une élève appelée Marietta Edcombe, qui est l'amie de Xiu Chang. Et donc elle a dénoncé de son propre gré. Là-bas, ce n'était pas sous l'effet du Veritaserum, non. Et ensuite, elle s'est retrouvée avec le visage tout marqué du mot balance, parce que Hermione avait lancé un sort là-dessus. Sur le parchemin qu'ils ont signé, ils ont pris un engagement, et comme elle a rompu cet engagement, elle s'est retrouvée avec ce mot sur le visage, formé par des furoncles et des pustules très douloureuses. Beauxbatons est une école réservée aux filles. Eh bien, dans la coupe de feu, les écoles arrivent pour le tournoi des 3 sorciers. Et Beauxbatons n'a que des jeunes filles, que des demoiselles, uniquement de belles jeunes femmes. Mais cela est complètement faux, Beauxbatons est une école mixte. Ce qui nous amène à un autre point que les films vous ont fait mal comprendre, que Durmstrang est une école réservée aux garçons, uniquement pour les jeunes hommes, uniquement pour les gars. Non, Durmstrang est aussi une école mixte. Igor Karkaroff a dénoncé Barto Crouch Jr. lors d'un procès. Et dès qu'ils ont découvert qu'il était un mange-mort, le film nous fait vraiment croire ça,
Mais ce n'est pas ce qui se passe. Enfin, du moins, on ne le voit pas. Comment le ministère de la Magie a-t-il appris que Barto Crouch Jr. était impliqué dans la torture de Frank et Alice Londubat? Et ce n'est pas non plus Karkaroff qui l'a dénoncé, sinon on l'aurait vu pendant le procès. Dans le livre, quand Karkaroff dénonce des noms, il obtient sa libération en dénonçant Augustus Rookwood, qui travaillait au département des mystères et transmettait des informations à Voldemort. Hagrid est obligé de se séparer du dragon Norbert après que Drago ait raconté à tout le monde qu'il avait un dragon et qu'il s'occupait d'un bébé dragon. Dans le film, tout le monde est au courant du dragon, n'est-ce pas? Tout le monde a appris l'existence du dragon. Rusard dit même: «Ah, ne sois pas si triste, hein? Tu vas entrer dans la forêt, contrôle-toi.» Et là, Hagrid dit: «Oh, ce n'est qu'un bébé, j'ai dû l'envoyer en Roumanie. Et si les autres dragons ne l'aiment pas, rien de tout ça, rien de tout ça.» Le dragon est emmené par les amis de Charles parce que Harry et Ron Hermione interviennent. Et pour éviter que Hagrid ait des ennuis à cause de ce dragon, ils font ça. Personne n'est au courant du dragon, enfin, Drago le savait, et il finit par essayer de tendre un piège à Harry. Personne ne croit à l'histoire du dragon car il était vraiment parti. En réalité, ils sont punis pour être sortis du dortoir hors horaire. Les Dursley deviennent complètement fous et vont dans une cabane au milieu de nulle part. C'est là que les lettres pour Harry arrivent. Mec, c'est complètement fou, et ça n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas qu'ils vont dans une cabane sans raison. Quand les lettres arrivent, ils tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond. Ils séjournent dans un hôtel, puis après qu'ils se sont installés à l'hôtel, la lettre arrive aussi à l'hôtel, alors ils tournent encore plus en rond. Et là, ce n'est qu'après qu'ils vont à la cabane dans le film, les lettres arrivent simplement, et eux, hop, ils partent pour cette cabane au milieu de la mer. Et on ne montre même pas comment ils sont arrivés là. Harry part pour Poudlard le même jour où Hagrid le sauve de cette cabane. C'est aussi une autre chose que les films nous font comprendre. C'est faux, mec! Harry est emmené par Hagrid pour acheter ses fournitures le 31 juillet, qui est son anniversaire. D'ailleurs, il est en train de préparer le gâteau par terre quand Hagrid arrive. Et puis le lendemain, il est là en train d'acheter ses fournitures. Ensuite, après avoir acheté les fournitures, Hagrid l'emmène à King's Cross et il va sur la plateforme 9 3 quarts, bon les cheveux, mais les cours commencent seulement le 1er septembre. Il restait encore un mois. Le film coupe cette partie où Harry retourne chez les Dursley et attend ce mois-là. Mais avec la façon dont ils ont fait, on dirait vraiment que Harry y va le même jour. Qu'est-ce qu'il allait faire à Poudlard un mois avant le début des cours? S'il attrape le vif d'or, l'équipe gagne la mauvaise partie. Beaucoup se trompent, car Olivier Dubois dit dans le film: si tu attrapes la balle, le match se termine. Si tu l'attrapes, Potter, on gagne. Or, attraper la balle donne 150 points, mais ne garantit pas la victoire. Gagner, ça va être relatif. Si l'autre équipe a plus de 150 points, si tu as 0 points et que tu attrapes le vif d'or, tu vas quand même perdre. C'est d'ailleurs ce qui se passe lors de la Coupe du Monde de 1994, quand Crumb attrape le vif d'or et que l'Irlande était en train de gagner. Il menait 160-0, puis ça devient 160-150. Il met fin au match parce qu'il voit qu'ils allaient encore prendre une raclée, alors il veut terminer de façon digne. Il attrape le vif d'or pour ça. La partie de l'âme de Voldemort à l'intérieur de Harry aurait dû être détruite quand le basilic l'a attaqué dans la chambre des secrets. Le film le laisse penser à beaucoup, mais pour que la part d'âme de Voldemort en Harry soit détruite, il aurait fallu sa mort. Il n'est pas mort. Le phénix l'a aussitôt guéri. Donc le fragment d'âme de Voldemort n'a pas été détruit. Très simple, le sinistre, en tant que présage de mort surnaturelle, existe vraiment. C'est ce que le prisonnier d'Azkaban nous amène à croire. Harry aperçoit d'abord le chien avant de prendre le Magicobus, qu'il appelle finalement sans le vouloir. Ensuite, Harry voit le sinistre dans les nuages, puis il est attaqué par les détraqueurs et tombe. Sauf que cette histoire de voir le sinistre dans les nuages n'arrive pas vraiment. Cependant, le film présente cela comme quelque chose de surnaturel, alors que ça ne l'était pas. Harry voyait Sirius transformé en chien, mais ce n'était pas un mauvais présage. C'était juste Sirius près de lui, rien de plus. C'est à ce moment qu'il aperçoit Sirius pendant le match de Quidditch contre Poufsouffle. Non, il croyait que c'était un Sinistros dans les gradins, dans une partie vide des gradins, là, sous forme de chien, parce qu'il était juste là pour regarder Harry jouer au Quidditch. Maintenant, le fait de le mettre dans les nuages comme ça a vraiment donné un côté surnaturel, mais il n'y a rien de Sinistros, de surnaturel, de présage de mort, tout ça, c'est une grande superstition. Hermione Granger a effacé la mémoire de ses parents. Celle-ci, tout le monde pense que c'est ce qui s'est passé parce que le film te fait comprendre littéralement que c'est ça. D'ailleurs, dans le film, Hermione utilise l'Obliviate, qui est un sortilège irréversible. Sauf qu'en réalité, Hermione n'efface pas la mémoire de ses parents. Elle modifie les souvenirs de ses parents.
leur faisant croire qu'ils étaient des personnes qui n'avaient pas d'enfants et qu'ils voulaient déménager en Australie. Et c'est ce qu'ils font. Mais elles modifient la mémoire, elles n'effacent pas leurs souvenirs. Mais après la guerre, quand tout va bien, elles les cherchent, retrouvent les deux et inversent le sort, faisant en sorte qu'ils retrouvent leurs souvenirs originaux. L'attrapeur de Poufsouffle n'a pas été frappé par la foudre lors du match de troisième année où Harry a été attaqué par les détraqueurs. Ce n'est pas vrai. Ce gars, c'est Cédric, tu le sais? Ce gâche-là, c'est Cédric, du moins ça devrait l'être, mais le film s'en fiche complètement et ne le présente pas comme Cédric. Mais ce petit gars, c'est Cédric, qui était l'attrapeur de Poufsouffle, capitaine de l'équipe et préfet de Poufsouffle, et il le montre juste en train de se prendre la foudre et de tomber. On ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Mais en réalité, Cédric attrape le vif d'or dans le livre, et il est extrêmement bouleversé, parce que quand il attrape le vif d'or, il ignore que Harry a été attaqué par des détraqueurs et est tombé de son balai. Il demande donc l'annulation du match, mais elle est refusée. Les gens disant que c'était juste. Tu as attrapé le vif d'or, c'est fini, Poufsouffle a gagné. Mais ils ne se vantent pas de cette victoire, et ils voulaient qu'il refasse un nouveau match. Justement parce qu'il n'a pas vu Harry tomber et qu'il était là tout seul pour attraper le vif d'or. Harry Potter doit participer au tournoi des 3 sorciers, car la coupe de feu est un contrat magique. Le film nous fait comprendre cela, mais quand on découvre le rebondissement à la fin, le livre le fait aussi dès le début. Mais quand on découvre le rebondissement à la fin, on comprend que Barto Croupton Senior était sous l'emprise du sortilège de l'Imperium. Il dit que Harry devait participer, qu'il n'y avait pas d'autre choix, car c'était Voldemort qui parlait. Voldemort, queue de verre, suivant ses ordres, s'exprimant via Barto Croupton Senior, simple marionnette sous l'effet du sortilège de l'Imperium. Autrement dit, il est évident qu'ils allaient dire qu'il n'y avait pas d'autre choix, que Harry devrait participer, parce que le plan était que Harry soit conduit jusqu'à Voldemort à travers le tournoi. Si la situation avait été normale sans le sortilège de l'Imperium, Harry ne se serait pas inscrit au tournoi. Quelqu'un d'autre a mis son nom. Le ministère de la Magie aurait pu empêcher Harry de participer, ils auraient pu changer les choses, c'est le ministère de la Magie, mec. Voldemort et Harry ressentent la destruction des Horcruxes, c'est une absurdité qu'ils ont ajoutée dans le dernier film. Quand les Horcruxes sont détruites, Voldemort le ressent, Harry aussi, mais ça n'arrive pas comme ça, sinon, avant, on aurait dû montrer Harry ressentant la destruction des Horcruxes. Quand il détruit le journal, ou alors quand Dumbledore détruit la bague, rien de tout cela n'arrive, Voldemort ne ressent pas la destruction des Horcruxes. D'ailleurs, quand il découvre que la coupe de Poufsouffle a été volée dans le coffre des Lestrange, il va simplement aux endroits où les Horcruxes étaient cachés pour vérifier si tout allait bien. Il vérifie et réalise qu'elles ont disparu. C'est alors qu'il comprend. Ils ont découvert ses secrets. Il ignorait que les Horcruxes étaient détruits jusqu'à ce moment, donc il ne ressent rien. Les reliques de la mort ont-elles vraiment été données par la mort? Non, cela n'est jamais arrivé. C'est un conte de fées des sorciers. Elles n'ont pas été littéralement fabriquées, littéralement données par la figure personnifiée de la mort, d'autant plus que cette figure personnifiée de la mort n'existe pas réellement. Ce n'est qu'une histoire, juste une allégorie. Les 3 frères, qui sont les Pévrel et qui ont inspiré les frères du conte, sont ceux qui ont fabriqué ces reliques. Et tout au long de leur histoire, là, selon le conte, elles sont restées associées à la mort. Voldemort voulait voler la pierre philosophale pour devenir immortel. Faux, il avait déjà créé des Horcruxes. Il était déjà empêché de mourir de toute façon, parce que ces Horcruxes existaient déjà, elles étaient là, faisant leur travail. Il voulait la pierre pour retrouver son corps et son pouvoir. Severus Rogue a attaqué les Mange-Morts, Alecto et Amico Caro, lorsqu'ils se battaient avec Minerva McGonagall pour protéger tout le monde à Poudlard. C'est aussi ce que le film nous fait comprendre. Sauf que dans le livre, cela se passe d'une manière très différente. Celui qui attaque ces Mange-Morts, c'est Harry à l'intérieur de la salle commune de Serdaigle, et non Rogue. C'était une façon sympa qu'ils ont utilisée dans le film pour montrer que Rogue était de leur côté depuis le début. Les Mange-Morts volent. Voilà, le film fait croire à tout le monde que les Mange-Morts volent. Voler est très courant, le faire sans balai ni rien est tout à fait normal. Mais non, seul Voldemort est capable de faire ça. Et c'est Severus Rogue qui a appris avec Voldemort, mais les Mange-Morts ne volent pas avec cette petite fumée noire. Non, ça bien sûr c'est un effet visuel qu'ils ont utilisé dans le film, c'est sympa, mais ça fait croire aux gens que c'est quelque chose de très courant, alors que ça ne l'est pas. Albus Dumbledore a engagé Gilderoy Lockhart sans savoir qu'il était une fraude, sans savoir qu'il était un grand imposteur. Ce n'est pas vrai non plus. Albus Dumbledore a engagé Lockhart justement parce qu'il savait qu'il était un imposteur et parce qu'il voulait qu'il se révèle lui-même à ce moment-là.
Et c'est ce qui s'est passé. Il a lui-même été mis à l'épreuve dans un environnement où il ne parvenait pas à enseigner. Et aussi, Albus Dumbledore dit que les mauvais exemples servent aussi de leçon pour que les gens ne les suivent pas. Harry Potter peut faire de la magie pendant qu'il étudie à la maison, il ne peut pas en faire n'importe comment. Mais pendant qu'il étudie, il peut. C'est ce que l'on comprend au début du Prisonnier d'Azkaban, où Caron a simplement pensé comme ça. Ah, Ça va être super cool de faire lancer un Lumos Maxima à Harry au début du film. Caron, tu ne peux pas utiliser la magie hors de l'école, c'est écrit ici. Dans le film précédent, le garçon a eu un avertissement du ministère pour cela. Je m'en fiche, fais-le utiliser la magie. C'est à peu près ce qui s'est passé, non? Tu ne peux pas faire de magie. C'est une erreur, c'est faux, ça n'existe pas. Dans le livre, Sirius Black a été tué par un Avada Kedavra de Bellatrix Lestrange. Oh mais non mes amis, oh mais ce n'est pas ça, le film t'a fait comprendre, c'est complètement faux, complètement faux. Parce que Sirius est projeté au-delà du voile, dans le département des mystères, par un sortilège de jet rouge que Bellatrix lance contre lui. Ce jet rouge le frappe en plein dans la poitrine et il tombe en arrière. Quand il tombe en arrière et passe à travers le voile, c'est là qu'il meurt, parce que le voile est un portail uniquement vers le monde des morts. Il n'est pas tué par l'Avada Kedavra. D'ailleurs, à l'époque où les livres étaient publiés, il y avait une grande théorie selon laquelle Sirius était vivant, parce qu'il pourrait revenir d'une certaine façon de ce portail-là. Et enfin, mais pas des moindres, celui-ci fait croire à tout le monde que, mon Dieu, le monde était complètement inutile et ne se souciait pas de ce qui se passait à Poudlard. Parce que dans la bataille finale, Voldemort arrive avec une armée, on dirait le film 300, où ils combattent je ne sais combien de milliers avec seulement 300 hommes. Ce n'est pas ce qui se passe, d'accord les gars, il y a de nombreux partisans de Voldemort attaquant Poudlard, mais ce n'est pas ça. Dans le livre, le nombre est beaucoup plus petit, vraiment infiniment moins de mange-morts présents là, tu vois. Ça ne doit pas dépasser 100, tu comprends? C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de très petit, tu vois. Tellement qu'à Poudlard, il y a environ 50 élèves qui meurent. En dehors, genre, de Lupin. En dehors de ces personnages plus connus, il y a environ 50 élèves qui meurent. Là-bas, il y avait à peu près des mange-morts, des géants, il y en avait quelques-uns. Ce n'était pas cette foule, cette énorme troupe qu'il y a là. Non, ça n'existe pas, mec. Mais alors, dis-moi, y avait-il quelque chose dans cette liste que tu avais mal compris parce que tu n'avais vu que les films? Dis-moi, je veux savoir. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué dans cette liste, que tu as mal compris à un moment donné, et que tu as seulement découvert plus tard que ce n'était pas vraiment ça? Ça aussi, je veux savoir. Et si tu veux une deuxième partie de cette vidéo ici, parce qu'il y a beaucoup de choses que les films ont fait que les gens comprennent mal, dis-le aussi dans les commentaires de ce que tu as trouvé qu'il manquait de voir. On se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Baveur. Si tu as aimé, like, partage, commente, clique sur merci ou deviens membre si tu veux. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, maléfice accompli.